Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Dans ce nouvel épisode réalisé en partenariat avec la SAHF, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Éric Grandière, vétérinaire spécialisé en reproduction, reconnu pour sa grande expérience dans les pathologies du cheval de sport et les visites d'achat, toutes disciplines confondues. Dans cet épisode, nous parlons croissance du cheval de sport et de tout ce qui l'entoure. Défaut d'aplomb, prévention et traitement de l'ostéochondrose, gestion des parasites et la place de l'imagerie dans la commercialisation du cheval. La qualité audio de notre échange n'est malheureusement pas optimale, mais j'espère que cela ne nous empêchera pas de profiter pleinement du regard transversal et de la richesse de l'expérience du docteur Grandière. Bonne écoute! Bonjour docteur Grandière, merci beaucoup de m'accorder du temps pour cette interview. Je sais que c'est un peu difficile pour vous de trouver un moment pour enregistrer. Rien n'est difficile, mais je fais tout en volant. Désolé. Voilà, donc on sera avec vous sur la route pour ces prochaines minutes. Vous avez ma compagnie. Exactement. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Avec plaisir. Éric Grandière, je suis Féto, je travaille dans le cheval depuis ma sortie d'Alfort en 92. Je suis issu d'une famille, il y a toujours eu un peu des défauts, mais j'ai un grand-père qui entraînait les trotteurs. Mon grand-père a eu des belles aventures en trotteur et puis il a eu aussi des mauvaises aventures en trotteur. Il avait vacciné ses enfants. Il avait dit les chevaux de course plus jamais. Et j'ai un papa qui avait été traumatisé par les pur sang arabes lors de son passage en Maroc et en Algérie, tombé amoureux des pur sang arabes. Et donc, quand j'étais gamin, à la maison, on avait des Arabes et on avait une jument, sa première jument qu'il a achetée en Angleterre, euh, qui est devenue un peu une matrone en endurance. En fait, tout ce qu'elle a produit a plutôt très bien marché en endurance. Et le premier produit qui se né à la maison, c'était un petit mâle qui s'appelait Numiski, qui ensuite est devenu étalon un peu star dans le sillage de Persique en endurance. Quel est le nom de cette jument que votre père avait? La jument s'appelait Handicap. C'était même les originaux, c'était une jument par un pur sang arabe égyptien qui était de passage chez les Maxwell en Angleterre. Qui s'appelait El Mungi, qui allait être exporté et ils avaient croisé eux à une de leurs juments très anglaise, très crabette, qui s'appelait Andant. Et le, le résultat, ça donnait un petit mâle qui était surtout assez taillé en cheval de sport, une tête très noble, mais pas très arabisée, pas très, voilà, pas très égyptien dans la tête, et, euh, et qui avait comme principale qualité qu'il était improbable. Ça veut dire que moi, dès le départ, moi j'étais plutôt porté déjà un peu sur les. Je savais que j'allais être un peu grand et un peu fort pour monter que des Arabes, et donc j'ai déjà porté un peu sur les chevaux de sport, et on l'a débourré comme un cheval de sport. Euh, le cheval avait une résistance hors norme dès le départ. D'accord. Euh, et puis il est parti dans le sud, dans la Drôme. Et puis là, comme il a rencontré une jumenterie qui était assez. Je me souviens de Stéphane Chazelle qui me disait que le cheval en course, il est ce qu'il c'est qu'il est encore entier, il est très très chaud. Et donc du coup, il perd du temps parce qu'il a la fréquence cardiaque qui monte sur les étiers, à renifler les autres, à s'occuper des juments. Oui. Il me dit, mais s'il était pas chaud comme ça, il me dit, ce serait une superstar. Hein. D'accord. Donc effectivement, dans sa production, je crois que ça a très très bien été. Est-ce que vous pouvez Et redire son nom parce que ça a un peu... le cheval s'appelait Lumiski. Voilà. OK. J'ai toujours été observateur de l'endurance, observateur attentif par les produits que les parents ont fait naître. Et papa doit en avoir encore, papa et maman sont encore à surveiller ça. Ils sont âgés, mais ils surveillent. Et il en a encore qui marche assez bien. Il a eu pas mal de succès là dernièrement avec Clerville-Lefebvre en Bretagne. Et donc je reste très attentif. C'est devenu passionnant l'endurance parce que c'est devenu excessivement technique. Mmh. Pendant très longtemps, ça marchait beaucoup à l'instinct, ça marchait avec des ferrures un peu étonnantes. Là, c'est devenu beaucoup plus fignolet, beaucoup plus pointu, avec des ferrures. Voilà, enfin, je
Là où je m'éclate sur les chevaux de sport, aujourd'hui, on peut s'éclater avec l'endurance de la même façon. OK, vous voulez dire que C'est-à-dire avec un suivi pointu. Je pense que les années Jean-Louis Leclerc, Christophe Pélissier ont fait un peu une bascule. Ça a été la bascule vers un suivi qu'on pourrait qualifier d'académique, un suivi très standardisé, euh, et sur le plan traumato et sur le plan euh, ferrure, gestion orthopédique, etc. vous, aujourd'hui, là, vous vous occupez plus de chevaux de sport, de chevaux d'endurance, de chevaux de course? Est-ce que vous pourriez, Dans la clientèle, on a une clientèle qui est très, très diversifiée. Mmh. Donc, on va. Moi, au départ, j'étais sur un centre d'entraînement, donc du coup, j'ai fait spontanément beaucoup de galopeurs. Euh, les galopeurs, c'est devenu, on a encore des galopeurs parce que je trouve ça assez rigolo. C'est devenu une activité très marginale dans l'ensemble. Moi, je fais beaucoup plus de chevaux de sport, complet au plus haut niveau. J'ai la chance d'avoir participé à l'aventure de Karim Lagouag, là, ces dernières, dernières Olympiades, avec plutôt pas mal de succès. Et des chevaux de CSO, des chevaux de polo, même un peu de trotteur, des chevaux d'endurance. On, on a le défaut peut-être d'être multicarte, d'être d'être intéressé par toutes les disciplines. Mais ça a un avantage, c'est que ça donne une vision très transversale et avec une connaissance quand même bien, bien raisonnable des différentes pathologies professionnelles, parce qu'en fait les problèmes orthopédiques sur les trotteurs, sur les galopeurs, sur les chevaux d'endurance, sur les chevaux de complet, sur les chevaux de CSO sont assez standardisés et ce sont pas les mêmes. D'accord. Ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, les chevaux, dans leur ensemble, répondent aux mêmes lois naturelles et aux mêmes lois biomécaniques. Mmh. Mais dans chaque discipline, comme l'effort est différent, les pathologies sont différentes. Du coup, à votre avis, est-ce que c'est plus un avantage ou un désavantage de travailler avec des disciplines aussi différentes? Enfin, avec des chevaux qui font des disciplines aussi différentes? Je pense que le défaut dans lequel il ne faut pas tomber, c'est touche à tout, bon à rien. Mmh. Mais Être très spécialiste aussi, ça peut nous fermer quelques. exactement, je pense que ça, je me rends pas compte, hein. Mais je pense que je me rends pas compte puisque je suis pas allé en complet là ces dernières Olympiades. J'ai plusieurs chevaux que j'ai passés en visite d'achat à chaque fois sur le podium. Euh, euh, donc c'est toujours sympa, hein. Mmh. Mais mais par contre, vraiment j'apprécie d'avoir un regard transversal. Super. Ça ça ouvre les yeux et puis surtout ça permet de réaliser qu'il y a énormément de points communs, énormément. Mmh. Même dans une discipline, j'ai fait aussi beaucoup de chevaux de reining, mais hier soir, je faisais une visite d'achat sur un petit cheval de reining qui part en Italie. D'accord. Euh, et si vous voulez, même en reining, c'est du tout le même équilibre, c'est pas du tout la même génétique, et pourtant ça va répondre aux mêmes lois. Mmh. Donc, et voilà. Je je sais pas si c'est, enfin moi je le vis comme une chance, hein. Et Trop puis j'ai bien. un regard sur ça donne un regard sur la filière, si vous voulez, qui est très, qui est très différent. Par exemple, pour ce qui est de la commercialisation de chevaux, vous voyez, si on parlait du reining, hier soir, le reining, bon, ça, c'est de la génétique très, très haut de gamme. Bon, assez rare en France, hein, c'est pour un petit Français qui est parti aux États-Unis, dont la Mmh. maman continue à assumer la partie élevage. Euh, un petit, un petit quarter horse de 2 ans, il est vendu à un prix, si vous voulez, pour 2 ans. Donc, il est vendu à un prix qui ferait baver beaucoup, beaucoup de gens en endurance et en sport, hein. Mmh. Il faut une fortune pour un D'accord. bébé qui arrive. On va avoir l'occasion de reparler un petit peu de la commercialisation des chevaux et quel regard vous avez, vous, en tant que vétérinaire. On va parler, du jeune cheval, et de, sa croissance. C'est un peu le sujet, enfin, c'est le sujet, de notre échange.
même si on va pouvoir, divaguer sur d'autres sujets annexes. On va parler du cheval d'endurance bien sûr, mais on va pouvoir ouvrir, aux autres chevaux parce que, comme vous dites, ça reste un cheval qui obéit aux mêmes lois. Pour commencer, est-ce que vous pourriez, nous dire quelles sont les étapes les plus importantes dans la croissance du cheval? Les étapes les plus importantes, faut faire une hiérarchie. Ou comment dire? En Quand termes on est véto quand on est véto quand oui. on est véto, en fait, quand on voit ça du côté, Mmh. voilà, nous, on récolte les problèmes, hein. Oui. Voilà. Donc, quand on le vit de notre côté à nous, Mmh. mettre une étape de la croissance devant les autres, je crois que c'est pas possible. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, la gestion du fall, dans les premières semaines, dans les premières heures, dans les premières semaines, dans les premiers mois, c'est important. Mmh mh. Heu, la gestion du 1 an et du 2 ans, est-ce que c'est négligeable? Non, pas tellement, non. Voire pas du tout. Donc, la gestion, si vous voulez, de l'étape 3 ans, des bourrages pour la plupart, parfois ça peut se faire bien après, mais c'est super difficile en fait. C'est un puzzle, il faut arriver à maîtriser toutes les pièces, toutes les étapes. Vous dire cette étape-là, on s'en fout un peu, ben, Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à une vision un peu plus, physiologique, on va dire? Est-ce que, bon, je sais à peu près ce que vous allez me répondre, mais vous allez pouvoir développer. Est-ce que tous les tissus se développent au même rythme? Et du coup, en fonction de ce rythme-là, qu'est-ce qu'il faut respecter? vous savez déjà que non. En fait, le point, si vous voulez, au niveau squelettique, heu, Mmh. les cartilages de croissance, c'est-à-dire que la croissance des os, se fait par les plaques épiphysaires à chaque bout de l'os, hein, Mmh. et c'est cette activité de croissance, elle ne se termine pas pour chaque os, pour chaque segment long, elle ne se termine pas au même âge. Mmh. Donc, si vous voulez, de 4 mois jusqu'à, jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, heu, il va y avoir des segments osseux qui seront en croissance avec des croissances différentes, si vous voulez. Donc ça joue énormément dans la gestion des déviations angulaires, c'est-à-dire des problèmes d'aplomb du poulain. Donc, par exemple, si vous voulez, si vous avez des poulains qui sont très déviés dans les aplombs, oui, ça, il faut s'en occuper d'assez bonne heure. Parce que une déviation dont on va s'occuper trop tard, c'est-à-dire grosso modo on va dire jusqu'à 4-6 mois, là, pas mal de pas mal de marge de manœuvre. Une fois qu'on a passé 4-6 mois, c'est terminé, hein. Euh, les déviations angulaires, elles vont être essentiellement acquises. Il y a un très très gros levier entre 2 et 4 mois. D'accord. Et les poulains peuvent être aidés, où les poulains évoluent spontanément dans le bon sens. Mmh mh. Euh, et en fait, une déviation d'aplomb, bon, c'est une esthétique, mais ça, à la limite, on peut, hein. C'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'une déviation d'aplomb, ça va entraîner une, euh, une distorsion des charges mécaniques qui vont s'appliquer sur le membre. Mmh. Et ça, c'est un facteur de, de- d'intolérance, de raccourcissement des carrières sportives. C'est énorme, énorme. C'est-à-dire qu'un membre qui est parfaitement dans l'axe, alors, vous voyez, ce matin de bonne heure, là, j'étais en galopeur. En galopeur, c'est essentiel, hein, parce qu'en galopeur, à 2 et 3 ans, le squelette, il est encore très immature. Vous mettez des charges importantes sur un membre qui est très dévié. Là, vous passez à la caisse tout de suite. Mmh. Vous n'avez pas le temps de voir voilà. Vous avez tout de suite des problèmes de, de présence. Vous les aurez pas, bien sûr, sur un cheval d'endurance au même âge, puisque de toute façon, lui a pas encore mis de charge mécanique sur le squelette, hein. Mmh, bien sûr. Mais par contre, ce cheval d'endurance avec, par exemple, un boulet très dédié, panard, euh, il fera comme le galopeur, hein. Le galopeur, il va le faire à 3 ans, le cheval d'endurance, il le fera à 7-8 ans. Mais au bout d'un moment, la sollicitation anormale du membre va finir par provoquer des pathologies, des problèmes sur le suspenseur en face médiale, dans la portion
le côté qui est trop sollicité, Mm. avec un sésamoïde qui partira en sucette, un petit moteur qui partira en sucette, et Mais à votre avis, est-ce qu'il faut traiter, des défauts d'aplomb de manière systématique entre 2 et 4 mois? Ou il y a certains défauts d'aplomb qui, on sait, sont il y a énormément de dépôts d'aplomb qui vont se normaliser spontanément. D'accord. Il faut surtout pas être interventionniste à tout prix. Je pense qu'il y a pas mal de structures, si vous voulez, où c'est un peu, ça fait partie du fonds de commerce. Mais ça n'est pas indispensable du tout. Ce qui est indispensable, c'est de faire un acte si vous voulez absolument donner l'impression que vous avez été utile. Parce que de Mmh. toute façon, il y en a beaucoup qui vont spontanément évoluer dans le bon sens. Ouais. Donc, voilà. Mais, mais ce qui est indispensable, c'est de rester très lucide, les yeux grands ouverts, Ouais. et de se dire, on va dans le bon sens, on va pas dans le bon sens, on va dans le bon sens, on va pas dans le bon sens. Euh, c'est très très difficile d'être systématique dans notre métier. Bien sûr. Il faut être d'abord très pragmatique. Mmh. Voilà. Moi, j'ai mon cavalier star multimédaillé, là, moi, il arrête pas de se fixer de moi en me disant, de toute façon, quand ton deuxième prénom, c'est pragmatique. Euh, En tout cas, j'essaye. C'est-à-dire que les expériences que vous avez eues vous permettent de prendre des décisions de traitement ou justement enfin voilà, d'adapter au mieux le traitement en fonction de la situation? Dans tout ce que je fais, j'essaie, je pense que c'est parce que j'ai le cerveau qui est fait comme ça. Dans Mmh. tout ce que je fais, j'évite d'être dogmatique, et j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Ça veut dire que les mots qui sortent de ma bouche collent le plus possible à la réalité qu'on aura affrontée. OK. Euh, que ce soit pour les aplombs sur un poulain, que ce soit pour la présentation du compte rendu d'une visite d'achat, que ce soit pour une pathologie respiratoire. Vous voyez, Mmh. il faut que les mots il faut que ce que vous avez dit Mmh. colle à la réalité future. Je comprends. Si vous dites une pathologie respiratoire, ça va bien aller, et que 3 semaines après le cheval est mort, donc il y a un décalage. Là, si vous dites sur une liste d'achat, ça ira bien, et que 3 ans après le cheval il est accroché, c'est un enfer, et ben ça va pas. Et Mmh. par contre, si vous avez dit aussi ce cheval-là, oh là là mon Dieu, ce cheval-là ça n'ira jamais, ben, si vous voulez, et que le cheval il est performant, Mmh. passer Ouais. pour quelqu'un de pas fiable. Moi, le cheval le plus performant, le plus médaillé de la clientèle, on Mmh. m'avait promis qu'il ne ferait jamais de haut niveau. Ce cheval-là, quand je l'ai passé en visite d'achat, euh, le plus gros marchand français est venu me trouver, m'a dit ça va pas la tête, mais je l'ai eu Ouais. 5 ans chez moi, 5 ans, je le connais par cœur. Il est que rôti bouilli, il fera jamais du haut niveau. OK. Alors, il a décroché une première médaille olympique. Et là, on s'est dit quand même, c'est pas si mal pour un cheval qui fera pas de haut niveau. Pas Finalement, mal. il a fini par décrocher une deuxième médaille olympique. Alors là, on s'est dit, mince alors, on a vraiment du bol, hein. Donc j'ai croisé le marchand, je lui ai dit, dis donc, moi j'y connais rien, tu m'avais dit qu'il ne ferait jamais de haut niveau. Là, il a eu une première médaille, une deuxième médaille. Mmh. À ton avis, à combien de Français qui font du haut niveau? Il m'a dit, avec ce gars-là sur le dos, c'est 3 médailles, et la prochaine fois, il aura 21 ans, il ne fera jamais. Voilà. OK. Donc voilà, et je pense qu'il y a la même chose. Il y a la même chose en endurance. Il y a des grandes règles, et puis il y a des variations individuelles, Bien sûr. des tolérances individuelles, et puis surtout que vous ne pouvez jamais, jamais comparer, c'est la gestion d'une maison à une autre. La façon dont le cavalier, l'entourage, va gérer le travail quotidien, l'entraînement, les sols, les ferrures. Mmh. Bien sûr. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de cause. Oui. Ouais. Le développement osseux, c'est juste pour dire, le développement osseux, les différents segments Mmh. n'ont pas la même croissance. Tout à fait. C'est ce qui fait que les poulains, ils peuvent être regardables à 18 mois. Oui. Ce qui était le cas par Chronomiski, par exemple, il était très moche à 18 mois, très très Ouais. moche. Il était très bien plus folle, la mère. Il était très moche à 18 mois, il est devenu magnifique à 3 ans. OK. Comment vous voulez, voilà. Et ça, c'est la règle générale pour tous les poulains. Certains vont rester très harmonieux, d'autres vont devenir horribles. Tout ça, c'est à observer, mais on peut pas tirer de conclusion avec ça.
Mmh mh. Et si vous voulez, pour les aplombs, quand on sort vraiment, vraiment, vraiment du raisonnable, on sait qu'on va vers des problèmes parce que c'est mécanique, Mmh. c'est biomécanique, c'est-à-dire que le vivant, au bout d'un moment, les sollicitations anormales, excessives, elles finissent toujours par avoir les mêmes conséquences. Mmh. Bien sûr. OK, donc on a la base osseuse qui se développe, mais de manière Hétérogène, voilà. voilà. Et puis vous avez les chevaux. Là, j'ai eu proche de moi une jument récupérée, si vous voulez, à 6 ans et demi. Il faisait 1,70 m au garrot. Alors à 6 ans et demi, vous pouvez vous dire, en principe, que c'est sa taille définitive. Ouais. Mmh. Au début d'année de devant, elle faisait 1,74 m. OK. Voilà. Donc, il y a toujours des individus. Bon, elle avait beaucoup souffert, elle était très amaigrie, je pense qu'elle avait plus dur. Mais il y a toujours des individus pour sortir de la règle générale. Ouais, bien sûr. Et après, alors pour ce qui est des articulations, Oui. euh, c'est surtout l'os sous-chondral, si vous voulez, ça veut dire l'os qui tient le cartilage. La capsule articulaire, elle peut souffrir, ça veut dire ça, c'est l'enveloppe, si vous voulez, de fibres qui entoure l'articulation. Elle peut souffrir de sollicitations un peu excessives sous ses insertions, alors qu'elle n'est pas encore très mature. Ça, c'est le cas, c'est ce qui arrive souvent sur des chevaux de CSO. Au moment où ils arrivent sur les épreuves les plus importantes, d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez les insertions de capsules qui deviennent très, très réactives. Euh, donc, mais la partie fragile, on va dire, d'une articulation, c'est surtout ce qu'on appelle l'os sous-chondral. Ça, c'est l'os qui est sous le cartilage. Mmh. Et l'os qui est sous le cartilage, euh, chez le très jeune, on a les bilans radio euh, peuvent être réalisés dès 18 mois. Vous avez déjà une évaluation fiable. On va dire que les lésions juvéniles, elles sont visibles dès 18 mois. Euh, des lésions de type ce qu'on appelle OCD, hein, ostéochondrite disséquante, Mmh mh. avec des fragments osseux qui se détachent, des kystes, des petits trous qui se forment dans l'os sous-chondral, hein, des fragilités. Euh, Ça, ces choses-là, en général, sont décelables dès 18 mois. Mmh. Et ce sont des anomalies de développement. L'origine, elle est multifactorielle. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul facteur qui est responsable de ces pathologies-là. La, la génétique en est un. Mmh. La gestion du bébé en est une autre. Les Hollandais ont prouvé que de l'activité tôt, c'était de façon assez surprenante, c'était plutôt euh, positif pour éviter, les lésions de type OCD. C'est-à-dire qu'une articulation qui est sollicitée raisonnablement, euh, mais suffisamment tôt, elle va Mmh. plutôt mieux s'adapter à l'effort qu'une articulation qui est laissée dans un box, dans de la paille, sans jamais rien faire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est, la pathologie qu'on appelle OCD? OCD, c'est fragilité de l'os qui est sous le cartilage, de l'os sous-chondral. Cette fragilité, elle peut résulter dans des petits fragments qui se détachent, et Mmh mh. quand même des bouts de cartilage avec eux. Mmh mh. Ça va fragiliser les surfaces de congruence articulaire, c'est-à-dire les surfaces de frottement Mmh. d'un- d'une surface cartilagineuse sur une autre. Euh, Si vous avez un cratère sur une surface de glissement, ce cratère, il va avoir des conséquences, il va délabrer la surface qui est en face de lui. Oui. Euh, Vous avez ça souvent dans les boulets, vous avez ça dans les jarrets, vous avez ça dans les crasset. Euh, Beaucoup d'articulations peuvent être affectées, hein. C'est très classique aussi, et on les catalogue dans la même catégorie. C'est les lésions ostéo-articulaires juvéniles en région cervicale basse. Il y en Mmh. a énormément. Les statistiques en Angleterre ont évalué ça autour de 30%. D'accord. Et ça a des conséquences sur les nerfs segmentaires qui sortent C4 et T1, c'est-à-dire entre les cervicales basses et les premières thoraciques, qui vont former le plexus brachial, qui est le nœud de coordination neurologique des antérieurs. Mmh. Donc, des chevaux avec des lésions importantes dans cette région-là auront une
des lésions donc, qui sont juvéniles, des lésions avec il y a des petites articulations qui se trouvent juste à côté de l'émergence d'un nerf. Et si ces articulations sont affectées aussi de malformations juvéniles, ça aura des conséquences sur la compression de ces nerfs. Alors, à un stade beaucoup plus grave, carrément des conséquences sur une compression médulaire. Ça veut dire une compression de la moelle épinière, qui est l'énorme câble transmet l'information du cerveau jusque vers les postérieurs. Et toutes ces petites anomalies neurologiques, elles vont avoir des conséquences aussi sur le fonctionnement du bas des membres. Si un membre est très sollicité sur une partie de la foulée, il est beaucoup plus sollicité en phase de propulsion qu'en phase de contraction. Dans la phase postérieure de la foulée que dans la phase antérieure de la foulée, ce membre, il est prédisposé à des problèmes, chroniques. Il y a certains éleveurs qui vont dépister de manière systématique ces problématiques d'OCD. Est-ce que, à votre avis, c'est pertinent avant de commencer un travail chez un cheval? Bon là, moi je parle plutôt des chevaux d'endurance, mais à votre avis, est-ce que c'est pertinent d'aller déceler ça de En manière fait, si vous voulez, systématique? est-ce que c'est pertinent? Oui, de toute façon. D'accord, Je pense que ça se fait en fonction des moyens de l'éleveur, bien sûr. ses capacités financières, et que ces capacités financières, en général, elles sont décidées par le marché. Voilà. Ça veut dire que le marché du petit trotteur aujourd'hui, les chevaux, ils passent en vente à l'âge de 18 mois. C'était une race qui était très, très prédisposée, certainement pour des raisons génétiques, à des lésions de CD. Moi, j'ai eu la chance, début des années 2000, d'être mandaté par l'organisme qui supervisait les ventes de Vincennes pour lire les radios. J'étais à la disposition des acheteurs pour leur interpréter les radios avec lesquelles les poulains venaient. Donc, en fait, ils avaient installé un gendarme. Et voilà, un gendarme qui était disponible. C'est un gendarme qui était à la disposition des gens pour les aider à savoir exactement comment étaient les produits qu'ils allaient acheter. Ils m'ont fait faire ça pendant 3 ans et ils m'ont dit, écoute, on va arrêter parce qu'en fait, le fait d'avoir proposé ça, on était arrivé à un stade où, de toute façon, les mecs, ils sont tous opérés, les bilans radio ont été transformés. Ça veut dire que, du coup, les vendeurs n'amenaient plus aux ventes que des poulains qui avaient un bilan suffisamment correct. Sinon, ils savaient que c'était dissuasif. Euh, donc, c'est certainement une vision un peu excessive, mais en galopeur et en trotteur, il va avoir tendance, comme il y a encore un marché, il y a encore une capacité à gagner de l'argent avec un très jeune, ils vont avoir tendance à faire opérer, entre guillemets, faire nettoyer les radios pour s'assurer que vont perdre de l'argent. Ils préfèrent investir sur la chirurgie que perdre de l'argent parce que la vente tombe par terre. En chevaux de CSO, depuis les années 90, c'est devenu quasiment systématique. Parce que 6 mois de travail, vous voulez, en début de saison de 4 ans, ça coûte beaucoup plus cher qu'une arthroscopie. Qu'un bilan radio pour vérifier et une arthroscopie pour nettoyer. Voilà. Donc, ils ont décidé que ils savent qu'un bilan radio peu favorable, c'est une source de mévente quasi systématique. Je pense que c'est quasiment le cas également en endurance. Effectivement, ça dépend des capacités financières de l'éleveur, de pouvoir réaliser ses examens et de traiter s'il y a besoin. Mais aujourd'hui, quand on parle de chevaux de très haut niveau, quelle que soit la discipline, des examens nickel, c'est plus que nécessaire. Même si alors vous allez pouvoir, nous éclairer un peu là-dessus, même si on a un cheval qui est performant, même s'il a des examens qui sont pas nickel, est-ce que ça doit, probablement, comment dire? Empêcher certaines ventes alors que Bon, ça va. Il faut vraiment dissocier les ventes et il faut être très, très prudent sur, voilà, bon, je vous ai parlé d'un cheval, mais là, il y a 2 fois. Je vais vous parler d'un cheval qui avait été opéré, les 2 jarrets des 2 graciers avec des séquelles, enfin, on voyait très bien que les sites, si vous voulez, d'OCD, les sites où avaient été retirés
les petits fragments. C'était très net. On voyait très bien que la radio était très modifiée. Un cheval de complet, moi, je le passe en visite d'achat, il a 7 ans. Mhm. Il y a des grosses lésions dans les jarrets, dans les grasset. L'acheteur est au Canada et le vétérinaire de l'acheteur, c'était mon prof d'imagerie au Canada. Euh, donc, euh, donc, résultat des courses, on discute très spontanément. Le cheval avait des grosses qualités, surtout dans sa tête, des qualités morales hors normes. Mhm. Le client avait l'air d'avoir besoin d'un cheval comme ça, avec une tête irréprochable. Donc finalement, le prix n'est pas négocié, le cheval part pour un prix très très correct. Mhm. Le cheval était né chez un cavalier de CSO qui est un ami. Donc je dis, on a discuté plus tard. Le cheval, en fait, il a fait 2 fois les JO, 2 fois les championnats du monde. Euh, je lui disais, mais pourquoi tu l'as vendu D'accord, et peut-être pas pour ta discipline, mais il était quand même pas nul, et a priori, tu l'as pas vendu très cher. Il me dit, ouais, tu sais, on l'avait opéré, il avait des grosses lésions. Je pensais jamais qu'il ferait, je pensais que ça aurait forcément des conséquences Mhm. sur sa carrière. Il faut vraiment prendre chaque cas individuellement Bien sûr. et ne pas chercher à généraliser. Vous avez, si vous voulez, si vous avez une très grosse surface d'appui et très délabrée, inévitablement, ça aura des conséquences. Mhm. Euh, Si vous avez des lésions assez symétriques, si vous avez des chevaux qui ont parfois une tolérance hors norme, hors norme. Mhm. Donc, il faut rester très, très pragmatique. Bien sûr. Je pense que vous pouvez avoir des lésions très, très bien tolérées en endurance. Oui. Et moi, je fais beaucoup, beaucoup de kilomètres. Je traverse la France pour les visites d'achat. Mhm. Je fais beaucoup de kilomètres, souvent pour ce type de lésions. Pour Parce que des gens, souvent c'est les acheteurs qui m'envoient en me Mhm. disant bon c'est bon, on sait tout ce qui a été raconté là-dessus, on voudrait voilà, là je vais rejoindre des clients sur un examen et une écurie où on m'a déjà envoyé assez loin pour un cheval qui avait une grosse lésion dans un jarret euh, et que a priori le commerce avait déjà capoté assez souvent euh, et en fait est-ce qu'il a une lésion? Bien sûr, il a une lésion. Elle est située à un endroit où, sur le plan mécanique, elle est ultra bien tolérée. D'accord. Donc, voilà, effectivement, il y avait un risque à l'acheter, mais le cheval, face une jument, elle est ultra pratique. Et pour l'instant, ça fait maintenant 3 ans, et pour l'instant, elle fait remarquablement bien son boulot, et on ne s'en est pas occupé du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc, à votre sens, c'est pas forcément important de systématiquement opérer une lésion OCD chez des jeunes chevaux, par exemple, avant le travail, avant qu'ils commencent le Si travail, on veut dire. si on a un tout petit, si on prend l'exemple, Mm. des fragments sur le relief intermédiaire sur des jarrets. Oui. Si on a un très gros fragment sur un relief intermédiaire, euh, la probabilité qu'il ait des conséquences cliniques, c'est pratiquement 100%. D'accord. Donc, ne pas l'opérer, ça me semble être une très mauvaise idée. Si on a un très petit fragment, Mhm. la probabilité qu'il ait des conséquences mécaniques, là, elle se rapproche de 0%. Donc, l'opérer, pourquoi pas, Mm. mais ça me semble beaucoup moins indispensable. C'est des opérations qui sont peu invasives pour les chevaux, enfin les séquelles de ces Ah, opérations pour, sont ah, petites, pour non? les, pour les, pour mes collègues qui en font plusieurs dans la journée, Oui. oui, c'est un peu de la routine. Après, une chirurgie, c'est jamais tout à fait une Ah. routine. Vous avez une induction, vous avez un réveil, voilà, on prend toutes les précautions pour que ça se passe le mieux possible, Mm. mais et, c'est une routine qui n'en est pas tout à fait une. Mm. Bien sûr. Vous parliez du coup tout à l'heure de ce qui pouvait influencer l'apparition, de ce genre de pathologie. Donc vous avez parlé de la Oui, génétique, de l'exercice, qui peut être voilà. protecteur, mais dans une certaine, mesure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, du type inflammatoire, car par exemple, qui pourraient influencer l'apparition, L'alimentation, bien sûr. Ce qui est très, qui conditionne beaucoup les pathologies articulaires juvéniles, c'est les arthrites septiques, ça veut dire les infections articulaires chez le très jeune, chez le poulain dans les premiers jours, les premières semaines. D'accord. C'est-à-dire que parfois, on, on arrive à en tirer quand même pas mal d'affaires euh, en faisant des lavages, en étant très agressif sur le plan médical, mais ça a souvent aussi des
des conséquences sur l'état de l'articulation chez l'adulte, Mmh. avec une articulation qui reste potentiellement fragile Bien sûr. et qui est parfois déjà très, très délabrée avant même la mise au travail. Mmh. D'accord. Est-ce que vous voyez Donc, d'autres choses, qui pourraient influencer, l'apparition de lésions? heu, alors si ce qui est intéressant, c'est le développement musculaire Mmh mh. parce que là, c'est assez, ça c'est quand même très, très lié à la gestion globale de l'élevage Mmh. et à l'alimentation. Donc je pense il faut être dans un équilibre entre le assez, mais pas trop, Mmh. avec une protection, parasitaire quand même bien, bien chiadée, Oui. parce que les gros retards de croissance, chez le bébé, dans la majorité des cas, c'est ou, infectieux ou, parasitaire. Les poulains qui sont pas très beaux, qui sont pas assez sexy, pas assez fleuris, c'est ou parce qu'ils ont traîné une infection, très jeune, Mmh. infection respiratoire par exemple, ou parce que, même si les colposcopies sont négatives, ils sont bien chargés, bien plombés. Les ténias et les petits spongles, Trichonema, heu, c'est assez sournois sur les colposcopies. Tu peux avoir des Et pourquoi? colposcopies négatives avec des chevaux qui sont très porteurs. Ah oui, d'accord. Mais du coup, quel est l'intérêt de C'est faire des lié coproscopies si elles sont pas à toutes, les colposcopies, c'est épatant si vous vous donnez les moyens d'en faire suffisamment. d'accord. Et là, je vais vous parler de médecine d'un autre siècle, mais moi, quand j'étais, au Canada, il y a le siècle dernier, on considérait que pour exclure des petits spongles, pour être sûr que un cheval, un poulain n'était pas infecté par les petits spongles, il fallait 5 colposcopies négatives. En Ah fait, oui. ce sont des vers qui Mmh. se développent à différents stades, hem et tous les stades, larvaires ne sont pas sensibles aux antiparasitaires, aux vermifuges. Mmh mh. Certains stades sont enquistés. Les stades enquistés, ils sont à peu près sensibles à rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas d'antiparasitaire qui traverse la paroi du kyste et tant qu'il reste dans ce stade de «dormance» entre guillemets, bien au chaud dans la paroi intestinale, là, ils sont peinards, ceux-là, les vermifuges n'auront aucun effet. Mais ceux-là, ils vont se réveiller dans leur croissance et la situation que vous avez aujourd'hui ne sera plus la même dans 2 mois. Donc les coproscopies, oui, c'est utile. Est-ce que la coproscopie est la vérité absolue? Non, jamais. Donc il faut mieux, quand même avoir un Donc donc il faut être traitement. dans un équilibre heu, alors bien sûr on tout enfin la science académique, tremble devant les résistances aux anthelmintiques, aux antiparasitaires, Mmh mh. exactement comme on a des résistances qui apparaissent aux antibiotiques, hein. Les organismes s'adaptent, sélectionnent, les individus qui sont résistants, voilà, donc du coup, vous pouvez plus qu'avec des individus résistants. Oui, c'est vrai, mais faut être quand même dans un équilibre, hein. Pour sauver si pour sauver les anthelmintiques, si pour sauver les vermifuges, vous sacrifiez vos poulains en disant, «Je préfère les avoir tous, défoncés, parasités, parce que je veux pas vermifuger tellement», c'est un Mmh équilibre mh. qui est très difficile à trouver. Sachant que l'équilibre idéal, là, on va partir, Mmh mh. allez, je vais pas me rajeunir, on va partir 40 ans en arrière. Moi, Mmh mh. ce que j'ai beaucoup fait pendant toute, mon enfance, c'est que j'étais groom un peu partout dans le monde, et toujours avec des pur sang arabe. Donc de la 6e à la terminale, Mmh mh. j'ai passé mes étés à, être groom, heu et hem et ben, en Allemagne, donc là, j'étais au collège, en Allemagne et on était bien avant l'an 2000. En Allemagne, je ramassais déjà les crottins dans les herbages, une fois par semaine Pour et on rouler. n'avait pas un truc à ramasser les crottins automatique, hein. Il y a 15 hectares et on se prenait tous, une pelle, une raclette et tout le monde ramassait les crottins. D'accord. Parce qu'en fait, ils savaient qu'ils étaient sur une petite surface. Ils avaient le côté un peu rigueur germanique. Ils savaient que, du coup, ça les prédisposait très fort au parasitisme et une fois par semaine, le boss, il disait: «Allez hop, séance crottin» et on se ramassait tous les crottins Mmh, d'accord. et ça, c'est certainement,
largement aussi important que les vermifuges. Donc oui, si vous faites ça, vous pouvez avoir une gestion des vermifuges assez ciblée avec sur des coproscopies. Mais si vous faites pas ça, Mhm. les chevaux ils vont se contaminer très très vite. Euh, Si vous êtes sur une surface avec pas mal d'individus un peu surpâturés, euh, que vous gérez uniquement avec des coproscopies, le plus probable, c'est que ça va mal se finir. D'accord. Du coup, la gestion parasitaire est hyper importante dans le développement des Du tissus bébé. Ah de. oui, 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 bien sûr, de l'organisme en général. Mm. Un poulain, entre guillemets, plombé, un poulain qui est très parasité, quand vous avez un peu d'expérience, Mm. à l'œil, vous voyez. Donc, hop, hop, hop. Ouais, Lui, il n'est pas tout seul. Il y a du monde chez lui. ok. Vous avez commencé à parler du développement des tissus musculaires, du coup. Donc, vous nous avez parlé des parasites. C'est pour ça que c'est pour là que je parlais de parasites. Oui, voilà. Parce qu'en fait, les poulains qui sont un peu cachectiques et pas très beaux, c'est Mm. quand même, bon, il y a une histoire de génétique individuelle. Mhm. Certains individus sont toujours moins épais que d'autres. Euh, je parle je vous ai parlé au début du petit cheval de Quarterhorse de Reining, Mm. que j'ai vu hier soir. Lui, il a 2 ans, il est taillé comme un petit taureau charolais, si vous voulez. Il Ouais. est hyper épais. Ça, c'est la génétique. Euh, donc, la génétique va avoir son importance, mais la gestion du parasitisme et la gestion de l'alimentation auront aussi un rôle déterminant. Sachant que là, on est sur l'objectif produire en endurance. Produire en endurance, euh, là, on revient un peu à la logique des éleveurs de trotteurs. On considère que les kilogrammes sont plus problématiques que les kilomètres. Ouais. Euh, voilà. Ça veut dire que le cheval trop lourd, il va falloir qu'il perde du poids. Sur un individu, le bébé un peu trop lourd, un peu trop épais, Mm. si c'est dans les 6 premiers mois, c'est pas trop problématique. À 2 et 3 ans, euh, euh, son début de carrière en endurance va pas être facile quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des individus qui vont devenir matures au niveau musculaire rapidement, par exemple, mais ça a des conséquences en fait sur le développement général du cheval. Je pense qu'il y a certaines lignées. Donc, pour vous, pour l'endurance, Mm. maintenant, c'est du croisement arabe ou de l'arabe de Oui. façon exclusive. Hein. Donc, c'est au minimum 50% de sang arabe. Mm. Euh, donc, bah, c'est pas dur. Hein, je vais vous dire, l'importance de la génétique et des morphotypes. Euh, ben, la preuve, les preuves d'endurance de très haut niveau, les Mhm. épreuves de très haut niveau, elles ne sont accessibles qu'à des chevaux qui ont été sélectionnés dans le Golfe Persique et au Maghreb pendant des décennies, voire des siècles, euh, sur, euh, sur un morphotype très sec et, une capacité à faire des efforts dans des conditions assez. Est-ce que le fait de vouloir avoir des individus qui soient matures physiquement plus rapidement à cause de problématiques économiques, que les compétitions se font peut-être de plus en plus tôt, est-ce que ça a des conséquences sur la physiologie du cheval? Alors, je dirais oui pour le trotteur et le galopeur. Mmh. Ça veut dire que, entre guillemets, les éleveurs vous disent, hein, je produis des poulains de vente ou Oui, je ne produis pas des poulains de vente. Voilà. oui. Euh, le poulain très sexy très tôt, euh, voilà, bah ça c'est parce que quand vous les présentez Yearling à 18 mois, Mmh. ou alors pour les chevaux de dressage et de CSO à 3 ans, euh, en fait c'est un boulot, c'est une fenêtre commerciale à part entière. D'accord. Et est-ce que ça permet de, vous n'avez pas encore fait là vous en endurance, hein. Est-ce que ça permet de préparer, de mieux gérer l'adulte qui fera des, non, pas du tout. Ça a été travaillé, je pense qu'en CSO, les études qui ont été produites, elles ressortent jamais tellement parce qu'en fait, elles ont tendance à afficher une très faible corrélation entre
l'aptitude à impressionner son monde à 3 ans Mm. en liberté et la capacité à faire du sport chez l'adulte. Mais ça, c'est vrai Donc, parce que le cheval a besoin, d'une certaine maturité, aussi, enfin physiologique pour arriver à un certain niveau et que, bah, à 3 ans, c'est clairement encore un bébé et que, ben, ça sera pas forcément en relation avec, les performances sportives oui, qu'il veut. et puis alors pour ce qui est du dressage, à 3 ans, Mmh. les chevaux, ils sont jugés sur des allures en liberté Mmh. et en fait, les allures telles qu'elles vont se construire sous la selle, Mmh. elles sont corrélées en partie, mais faiblement corrélées aux allures, en liberté. Mmh. Ça veut dire que le tronc va très modifié par le travail, Mmh mh. va construire le tronc. Alors le galop en liberté est un meilleur, heu, facteur prédictif du galop sous la selle, mais, Mmh. pour le trot, c'est très faible, hein. Vous avez la même chose sur la capacité à l'obstacle. La capacité à l'obstacle en alors, les éleveurs, ils vous disent souvent: «Bon, ça permet de sélectionner 2 types d'individus, les surdoués qui ont en général, quand ils font des trucs ahurissants, en Oui. liberté, continuent à les faire avec une selle sur le dos, heu et les sous-doués. L'épreuve, entre guillemets «modèle allure», Mmh. elle permet pas tellement de dépister les individus. Elle permet d'éliminer les sous-doués, Mmh mh. qui en général ne restent jamais, ou alors par exemple pour les défauts d'aplomb, celui qui passe en concours de modèle allure avec un gros défaut d'aplomb, bon bah voilà et tout de suite on lui colle une étiquette en disant: «Toi mon pépère, tu pars quand même avec moins de chance que la moyenne», Bien hein. sûr. Donc ça permet de dépister ces individus potentiellement à problème et c'est vrai que ça permet de dépister le surdoué. Le poulain en dressage qui galope anormalement bien, c'est très vraisemblable que ça fasse un cheval performant. Heu, le cheval de CSO qui va, sauter anormalement bien en toute situation, en galopant très vite, en galopant lentement, enterré dans le pied, 4 mètres devant, la probabilité, c'est qu'il fera la même chose sous la selle, hein. Mais D'accord. ça, c'est une toute petite partie de l'échantillon. Mmh. Je pense que pour vous en endurance, là où les modèles allure sont vraiment, très intéressants, c'est pour éduquer les éleveurs Tout à sur fait. l'importance des aplombs. Voilà. Parce que quand on fait 120-130 kilomètres sur un terrain qui est parfois bon, parfois pas tellement, Mmh. la déviation d'aplomb, inévitablement, elle aura des conséquences. Même si on trouve des individus avec des aplombs absolument horribles qui font bien, on est d'accord? Il y a toujours des individus, oui, ils font bien, en général, ils font bien, mais moins longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Si vous voulez, en complet, par exemple, il y a une star sur le marché, hein, qui a été 3 fois champion de France, Mmh mh. qui a fait les Jeux à Londres en 2012, qui était un cheval, hors norme, remarquablement bien monté, il était défoncé cagneux, défoncé. Mmh. Heu, il a fait une carrière remarquable, mais elle s'est arrêtée assez tôt, hein. D'accord. C'est-à-dire que même si ça a été bien géré, la grosse déviation d'aplomb sur le boulet, il y a un moment ou un autre, il est passé à la caisse. Mmh. Je vois. Vous parliez, que enfin, le développement du cheval, il est aussi, en lien avec la gestion, de son entourage, en fait, notamment, avec le travail. À votre avis, quel est le moment où on peut commencer un travail, avec le cheval? On va surtout parler d'endurance, mais peut-être qu'il y a une réponse un peu plus générale à donner aussi? Alors je pense surtout que c'est assez passionnant. Je Mmh. sais qui vous a soufflé mon nom Ah! et je subodore de savoir ce qu'il voulait entendre de ma bouche. Ouais. Donc ce qui est très étonnant, Oui. c'est qu'en fait, l'effort, il a appliqué de bonne heure avec un dosage très raisonnable, il Mmh. est positif. Il est D'accord. positif. Ça veut dire que l'effort, heu, c'est l'histoire de concours de monnaie et allure, c'est l'histoire de concours SHF, de Mmh. voilà. Tout à fait. Ça veut dire que si vous utilisez les circuits intelligemment, Mmh. oui, c'est positif. Heu, heu, Préparer les poulains pour les modèles et allures, les sortir un petit peu, le poulain qui fait les choses très facilement,
Ça va juste le préparer sur le plan moral. Mmh. L'organisme s'adapte à la charge de travail, même chez les jeunes. Ça veut dire que la seule race, la seule utilisation sur laquelle ils aient réellement travaillé ça, c'est les galopeurs. Les galopeurs, ils ont essayé de faire des corrélations entre l'âge du début de la carrière et la durée de la carrière. Ça veut dire euh, le, à quel âge ils ont commencé vraiment un boulot intensif Mmh. et est-ce que c'est un facteur prédictif de carrière courte. En fait, c'était ça leur idée. Et, euh, et en fait, le résultat, il est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Ça veut dire qu'en galopeur, ils ont mis en évidence une corrélation positive entre le début de la carrière, la précocité et la longévité. Et l'explication, elle est multiple. D'une part, l'organisme s'adapte à la charge de travail, Mmh. mais surtout la capacité à faire un effort très tôt, c'est un facteur qui révèle une capacité, une aptitude très forte. Un poulain de 2 ans qui aura eu 15 départs en course à 2 ans, ça peut être un poulain qui a été violé, voilà, on a poussé son organisme à l'excès, Mmh. mais ça peut aussi être un poulain qui a une réelle aptitude à cet effort. Donc en fait, il prend pas très dur parce que pour lui, c'est assez spontané, c'est assez facile. J'étais ce matin avec un entraîneur, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que j'étais ce matin sur le bord de la piste avec un entraîneur, Mmh. et là on va repartir 20 ans en arrière chez lui. Je me suis retrouvé 2 fois, avec des chevaux qu'il avait achetés à réclamer en fin d'année de 2 ans, qui avaient beaucoup couru là-dedans, beaucoup, beaucoup. Je crois une 17 fois, des trucs où vous vous dites là, l'entraîneur, donc Mmh. vous imaginez que l'entraîneur qui l'avait, avait évalué que, c'était des individus dont la carrière s'arrêterait en fin d'année de 2 ans, avec beaucoup de départs comme ça Ah oui. et et les 2 en fait, en changeant de maison, ont été transformés, ont encore progressé en début d'année de 3 ans, se sont révélés, ils sont passés des réclamés à des courses de groupe, à gagner des groupes 3 les 2. Heu je disais à l'entraîneur: «Mais c'est quand même fort ça» et lui, son père était entraîneur et il me dit: «Moi, mon père m'a toujours dit, les poulains qui encaissent beaucoup de très bonne heure, c'est forcément qu'ils ont un truc en plus». Et ce que vous voulez dire, c'est que si un cheval est, beaucoup utilisé, on va dire, jeune et que, ça passe pour lui, il est pas blessé, il continue, plus ou moins de la même manière avec le même niveau, ça c'est prédictif d'un cheval qui sera bon plus tard. Mais est-ce que du coup, enfin pour certains qui ont un peu plus besoin de temps avant d'être, à leur Ah mais niveau ça ne permet pas du tout, ça ne me permet pas on ne peut pas exclure voilà, OK. ceux qui seront moins, qui sont moins doués, moins faciles, moins oui, non ça il faut surtout pas les exclure. Mmh Des mh. chevaux qui démarrent leur carrière à 6 ans et qui font des belles carrières, il y en a plein. Mmh. Ouais, bien sûr. Heu, voilà, la précocité, Oui, ça permet juste de déceler une aptitude spontanée à faire les choses. Et OK. après, ça veut dire que cet entraîneur qui était malicieux, il a passé ces chevaux-là d'un usage assez abusif à 2 Mmh. ans, Ouais. c'est-à-dire, on va peut-être arrêter de tirer dessus, Mmh. ou il les a mis dans du coton et puis il s'est dit: «Pépère, si toi tu as été capable de faire ça à 2 ans, c'est-à-dire si je te traite différemment, Mmh. peut-être qu'on a une bonne surprise». Ouais, je vois, OK. Et est-ce qu'il y a, comment dire? Une précocité qui est différente, en fonction des races? J'imagine que oui. Oui, 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 oui. La fonction crée l'organe, ça veut dire que solliciter l'organisme, il y a une adaptation de l'organisme. Mmh mh. L'os, le tendon, le ligament s'adaptent à l'effort, réagissent à l'effort. Leur mettre un peu de sollicitation, c'est utile, ça les prépare. Mmh mh. Leur mettre trop de sollicitation, c'est abusif et ça va les détruire, trop précocement. Et si on parle d'un cheval d'endurance, on va dire un arabe, classique, à votre avis, à quand est-ce que ce serait trop tôt, de commencer à le travailler? Moi, je pense que c'est des chevaux les arabes sont des chevaux normaux. Oui. Dans mon expérience du pur sang arabe, Mmh mh. moi qui suis un peu trop lourd, pour en monter, Mmh mh. c'est qu'en fait, c'est des chevaux archi normaux et que
c'est qu'en Hollande, en Allemagne, moi j'ai vu des Arabes faire du concours de dressage très bien. Ouais. Hein. Moi j'ai vu un petit Égyptien gagner l'épreuve de saut en liberté devant tous les studbooks de sport allemands à l'obstacle. D'accord. Hein. Cet Égyptien, c'est lui qui a vu la meilleure note de saut en liberté. Bah, c'est lui qui sautait le mieux en liberté. Les Allemands, ils sont super pragmatiques. C'est lui qui saute le mieux, bah, c'est lui qui gagne. Voilà. C'est un Arabe, ah bah tant pis. Vous voulez dire qu'ils sont pas spécialement plus tardifs, les chevaux arabes, par exemple, qu'une autre race, quoi? Ah non, non, je pense pas. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des morphotypes différents, ils ont des morphologies différentes. Mmh. Ils ont des dos qui sont souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forts, Oui. des arrière-mains qui sont souvent beaucoup moins orientés sous le corps, c'est-à-dire le rassembler est pas très spontané pour eux. Euh, et c'est ce qui fait qu'en endurance, moi, avoir observé, je vous ai dit, je suis un observateur Mmh. un peu attentif et amusé, avoir observé ça depuis plus de 40 ans, malheureusement. Mmh. Euh, ce qui est très sympa aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'endurance, aujourd'hui, ça valorise la belle équitation. Il y a 30 ans, ça valorisait pas trop la belle équitation et ceux qui montaient bien, ils s'en tiraient et puis, il y en a d'autres qui faisaient les perfs corrects alors qu'ils étaient vraiment loin de ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, la bonne construction du jeune, elle est valorisée. Moi, je vois, on va en citer quelques-uns, je vois Virginia. C'est sûr que dans ces maisons-là, les chevaux, ils sont montés dans le bon sens, hein. Ils sont montés dans le bon sens très tôt. On leur donne la capacité à porter le cavalier. On les oriente dans le bon sens, Mmh. et pas le cas de la majorité des Arabes. On les oriente dans le bon sens très, très, très tôt. C'est là où le circuit SHF est intéressant. C'est-à-dire on leur demande des petits efforts très tôt pour les mettre dans le bon sens. Mmh. Euh, et, et ça, c'est sûr, sur leur carrière future, Mmh. ça va décupler leurs chances de performer et de durer. Euh, Parce que les chevaux, comme on a pu voir il y a 40 ans, les chevaux qui sont pas orientés de façon si juste, Mmh. euh, ces chevaux-là, quand ils arriveront sur des belles épreuves, ils prendront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Bien sûr. Quels seraient les signes d'une surcharge de travail chez un jeune cheval? Faut écouter, faut écouter, faut écouter ce qu'ils nous disent. Oui, Je pense que le premier signe, c'est la perte d'envie. d'accord. Tant qu'un cheval a envie, c'est qu'on fait pas de conneries, OK, rien de plus simple, quoi. vraiment. Alors c'est sûr que les signes, si vous voulez, les signes visuels sur les membres, des molettes, voilà. Bon, les molettes, un petit degré d'inflammation articulaire quand on applique au départ la charge de travail, ça peut être, euh, ça peut être quelque chose à surveiller. Mmh. Mais il y a beaucoup de chevaux pour lesquels c'est un premier cap. Il faut pas dramatiser. Oui, il y a une petite molette qui apparaît, et puis finalement, elle disparaît spontanément. Voilà. Ça veut dire à la mise au travail, Mmh. l'articulation s'est adaptée à l'effort, et ça n'a pas de conséquences. Vous avez une molette qui apparaît, qui s'installe, qui plutôt se développe, il faut chercher, là, c'est pas normal. OK. Hem, à votre avis, à quel point la mise au repos, d'un cheval est importante? Enfin, donc quand on entraîne un athlète humain, on sait que le repos fait partie intégrante de l'entraînement. Pour les chevaux, c'est le cas aussi, mais peut-être de manière moins évidente. À votre avis, est-ce que c'est important, notamment pendant la croissance, de mettre les chevaux au repos entre les compétitions? De toute façon, pendant la croissance, on va dire, c'est jusqu'à 6 ans, hein, Mmh. et beaucoup, beaucoup dans l'année de 4 ans. Donc, c'est des âges où on leur demande peu de choses. Il Mmh. faut leur demander peu de choses et juste commencer à solliciter l'organisme pour qu'il s'adapte à l'effort. Voilà. Mmh. Là, dans ces, dans ces âges-là, on n'en demande quand même pas beaucoup, pas beaucoup. Ça veut dire que les chevaux d'endurance, ils doivent sortir 2 fois la semaine, j'imagine. Mmh. Et les chevaux de CSO, si vous voulez, les chevaux de CSO complets, ils sortent un jour sur deux, hein. Ouais. Euh, Après, et plus vous allez progresser en âge, et puis plus vous allez pouvoir euh, aller vers une exigence et une intensité de travail qui est euh, plus quotidienne, hein.
Mais en général, euh, alors faut pas être non plus dans l'excès, si vous voulez, parce que dans l'excès, vous avez des gens qui, sur l'aptitude naturelle, sans préparation, Mm. là, vous voyez ça beaucoup en CSO, hein, des gars qui vont sauter avec des chevaux qui travaillent pratiquement pas. Mm. Mais bon, ils sont doués. Alors du coup, voilà, faire la même chose en endurance. Hein. Ouais, Euh, bien sûr. faire 40 km pour un, pour un poulain qui est assez doué, pas un gros effort. Hein. Mm, Est-ce que c'est intelligent? Non, 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 non. mm. Plus, plus il aura été formé de façon progressive et méthodique, construite, et Mhm. puis plus son avenir euh, sera prometteur. Hein. Bien sûr. Il faut rester quand même progressif dans le travail et suffisamment régulier pour qu'il puisse se former, pour être, Il faut, au top faut que niveau. il faut que les choses soient construites. Mmh. construites. Les OK. chevaux, ça n'a pas besoin de beaucoup de travail en intensité, mais ça a besoin d'un travail régulier. Mmh. Souvent, 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 souvent. Bien sûr. OK, super. Je voulais revenir avec vous un petit peu sur l'amélioration des techniques d'imagerie, lors des visites d'achat. C'est une grosse partie de votre travail. Est-ce qu'on pourra continuer à avoir des examens parfaits ou très bons, tout en continuant à avancer dans les images qu'on va pouvoir obtenir, de plus en plus facilement avec la Au contraire, au mmh, contraire. On cherche pas l'examen parfait. Hein. ouais, OK. On cherche pas l'examen parfait. On cherche à évaluer les risques, à évaluer les risques et à les hiérarchiser. Mmh. Euh, Est-ce que, voilà, on voit des images et même si vous allez vers des techniques d'imagerie très, très modernes et sophistiquées, alors on va parler d'IRM, Mmh. hein, les œdèmes osseux sur les IRM, en général, c'est ce qu'on cherche. Voilà, vous trouvez un œdème osseux. Est-ce que c'est un œdème osseux qui est couramment constaté sur des chevaux à ce niveau d'épreuve et à cet âge-là? Ou est-ce que c'est rarement supporté chez, voilà, si vous voulez. Euh, et puis après, vous essayez de grader le risque médical hein, qui est représenté par l'achat. Un cheval qui présente un risque, qui est un risque courant, dans quel cas c'est un risque courant, hein, c'est un cheval constate, mais par contre, on constate avec des gestions qui sont quand même assez lourdingues. Mmh. Euh, alors, en quel cas c'est un risque qui est limité ou qui est non négligeable, ou est-ce que le cheval c'est un risque exceptionnellement observé sur des chevaux performants. Pour la majorité des cas, ça raccourcit les carrières et l'objet de réforme. Ça, c'est un risque majeur. Et puis, c'est pas pour ça qu'on vous interdit d'acheter le cheval. Hein. Vous avez envie de prendre un risque très important. Mmh. C'est votre problème, prenez-le. Ouais, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut vraiment il faut se détacher de l'idée, le, le cheval, le super cheval, c'est le cheval avec un examen parfait. Ça, faut oublier. Il fallait se détacher Mmh. de l'idée où le cheval, le super cheval, c'est le cheval avec un examen parfait. Ça, Bien faut sûr. vraiment, il y en a, oui, et puis il y en a qui ont des examens pas parfaits et qui sont très, très compétitifs. Et toujours sur ces chevaux-là, il faut aller regarder qui y a derrière, quelle est la gestion du programme, quel est le, moi, je vais vous prendre l'exemple d'un cas, d'un cheval qui avait sauté les championnats du monde en CSO Mmh. et l'ami confrère qui m'envoie pour vérifier me dit le cheval n'est pas au prix que ça vaut. Le prix, c'est le tiers du prix que ça vaut. Et OK. donc, euh, donc, je vais voir, je vais constater. Le cheval, il avait deux naviculaires qui étaient très très moches et deux tendons fléchisseurs superficiels qui étaient dans le même état. Mmh. Donc en fait, ça veut dire que c'était un cheval, si vous voulez, qui entre guillemets ne passait pas la vie. Enfin, il venait quand même de sauter plutôt assez très honorablement, très bien, les championnats du monde en CSO. Ouais. Donc quand vous constatez ça, vous allez regarder le CV parce que le gars qui a réussi à préparer un cheval sur ce niveau d'épreuve Ouais. avec ces problèmes-là, et en fait, le cheval était excessivement bien géré. Euh, Tout était très malin. Le gars, quand il se qualifiait lui, il sautait pas la Coupe des Nations pour qualifier son équipe. Quand il cherchait à qualifier son équipe, il chassait pas la performance. En fait, il était tout le temps en train de chuchoter son cheval, de l'écouter. Je pense que vous pouvez faire la même chose en endurance. Hein. Mmh. Euh,
y a la même chose dans toutes les disciplines. Vous avez des cas comme ça. Oui, après il y a la problématique de la médicalisation, de ces chevaux de sport qui peuvent, lors des performances cacher justement, ces lésions. Enfin en tout cas le voilà, Alors là, si on parle de médicalisation, je pense que non, mais parlons-en parce qu'en endurance, c'est le gros problème. c'est un problème, oui Heu, bien sûr. voilà, vous êtes les moutons noirs, Ah! donc À ce point-là. non, mais pas les Français, Ah! voilà. Pas beaucoup les Français quand même, hein, globalement. Non, mais le problème de l'endurance, c'est l'image Mmh. qui est, qui est soulevée dans la discipline du fait d'une petite proportion des acteurs, hein, parce que Bien c'est sûr. quand même c'est loin d'être la majorité. Heu, les chevaux sur lesquels vous faites des anesthésies tronculaires, qui sont pas des qui passent au contrôle antidopage et cetera, heu heu, ils feront jamais des longues carrières, ils feront jamais des ça c'est juste de de la piraterie, de comptoir, au dernier moment pour choper des perfs. Je pense que Mmh. c'est une autre culture. Mmh. Heureusement, je pense qu'on s'en sort très, très bien, nous, en France. Très, très bien. Il y a quelques, voilà. Il y a Morgane qui nous a, pour ce qui est des anesthésies tronculaires, la technique, de Oui. dépistage d'hyposensibilité de Morgane est quand même, c'est un vrai progrès. Mmh. C'est un progrès qui a été, c'est un progrès qui a un peu secoué le marché. Mais bon, a un peu cassé les vents. Mais, c'est un progrès qui a été initié par son boss quand elle était à Sharjah. Ça veut dire que c'est un acteur important dans cette région géographique où il y a quand même un Mmh. peu une culture de du dopage et de l'artifice. Mmh. Euh, et même dans cette région, il y a aussi des gens qui disent stop, on a moyen de faire autrement Bien sûr. et je vais financer une technique pour obliger tout le monde à faire autrement. Mmh. Bien sûr. Mais là, moi, je suis peut-être un petit peu extraterrestre sur ces questions-là parce que les disciplines un peu de cœur dans lesquelles je me suis investi, c'est le complet et le. J'ai eu la chance de participer à deux très très belles aventures en steeplechase et, et ça, c'est des disciplines où le mec dessus, il joue aussi sa peau, ou la femme hein, dessus, Mmh mh. elle joue sa peau, voilà. Et la relation avec le cheval, bizarrement, n'est plus du tout la même. Mmh mh. Quand vous, quand vous risquez de perdre la vie euh, sur une Maldon, Oui. vous vous comportez différemment. Oui, on pourrait pas imaginer d'emmener un cheval sur un steeplechase si il sait pas où trop où est-ce qu'il met les pieds, quoi. Voilà, voilà, exactement. Si vous aviez un, conseil à donner aux éleveurs d'endurance, de chevaux d'endurance et aux entraîneurs de jeunes chevaux d'endurance, qu'est-ce que ce serait? J'ai pas la prétention de donner des conseils. Je, je pense que ils le font sans doute déjà, Mmh mh. parce qu'en fait, comme je vous ai dit au départ, les disciplines elles sont différentes, mais ce sont des chevaux dans toutes les disciplines. Et les Oui. problèmes auxquels on est confronté, c'est les problèmes auxquels on est confronté avec toutes les races et toutes les utilisations de chevaux. Donc, moi, j'ai connu un cavalier d'endurance qui avait démarré dans le trotteur et il avait réalisé qu'il y avait plein de choses, il y avait plein d'analogies entre ce qu'il avait connu en trotteur et les problèmes auxquels il était confronté en endurance. D'accord. Et je pense que vous auriez la même chose euh, en comparant avec les galopeurs. Euh, et puis, euh, et puis en fait, dans chaque discipline, il y a aussi des gens qui ont des activités différentes. Hein. J'imagine que dans l'endurance, il y en a qui vont être très forts pour préparer les jeunes et les démarrer, et puis après la suite, aller courir les très grosses, se barrer la semaine très loin. Mmh. Bah ça va les saouler, ça va bouffer trop de pognon, voilà. Et puis ils ont pas tout à fait les contacts pour les vendre ces chevaux stars.
Donc du coup, ça les intéresse pas, ils vont pas vouloir. Et d'autres qui seront exclusivement sur ce créneau, des chevaux qui font les grosses épreuves et qui diront, moi, je veux pas aller courir à la campagne le reste du temps pour démarrer des jeunes sur des 40 et des 60 et des trucs. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une façon de pratiquer une discipline. Mhm. Euh, chacun peut trouver sa petite fenêtre et son créneau. Bien sûr. Super. Par contre, le truc qui est vraiment l'énorme progrès en endurance, je pense, Mhm. je sais pas si ça a été popularisé, mais l'énorme progrès, c'est que je vois de plus en plus, c'est des si je pense que le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que la préparation physique du cheval pour porter l'homme, pour porter la charge, et l'effort d'endurance, c'est antagoniste. Ça veut dire que le cheval qui est dans une attitude assez ronde, assez collectée, capable de porter du poids, ce cheval-là, il va consommer beaucoup de carburant. Euh, donc c'est une attitude qui permet de le construire, mais qui ne permet pas de l'exploiter. Mhm. L'attitude d'exploitation qui consomme peu de carburant, une attitude un peu ouverte, un peu le nez au vent. Euh, si vous les laissez tout le temps dans l'attitude ronde, vous allez les mettre, ils auront peu de capacité à être performants parce qu'ils vont consommer trop de carburant en épreuve. Si vous les mettez tout le temps dans l'attitude raide ouverte, vous allez leur détruire le cul parce qu'ils ne seront pas dans l'attitude où ils peuvent porter la charge. Et ça, je pense que on a vu beaucoup de changements ces 15 dernières années en Mhm. endurance. Avec de plus en plus de gens qui ont la capacité, qui maîtrisent ces sujets-là, dans les cas très haut niveau, qui maîtrisent ces sujets-là. Et, euh, et ça, je trouve ça très. Il faut un équilibre entre ces deux attitudes-là et il faut que le cheval il sache ouais, faire les deux, quoi. C'est bon là, ça marche? Ah oui, ça y est, vous êtes revenu. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait le son qui était coupé. Euh, J'étais en train de dire des bêtises. Je disais oui, la chance que je ne sais pas à quel moment ça a coupé, parce que je parlais de pur sang rap qui était malin Mhm. et que ça c'était que leur je vous ai parlé de l'histoire d'attitude de Ouais. préparation et d'attitude d'exploitation qui étaient deux attitudes un petit peu antagonistes. Mhm. Mais la chance qu'il y a en endurance, c'est que le profil génétique de tous les chevaux, et qui sont très matinés de sang arabe, ce sont des purs sangs arabes, Mhm. et que ces chevaux-là sont excessivement près de l'homme et très intelligents, et qu'en fait, ils comprennent bien ce jeu. Ils comprennent bien ce jeu de je fais de la gym, c'est dur, ou bah là, on me fait pas chier, là, je peux y aller, raide ouvert, le nez au vent, ça j'adore, et voilà. Et tous les chevaux ont pas ce côté animal de compagnie attachant. Donc ça, c'est la chance de l'endurance. Vous trouvez que les chevaux arabes sont plus proches de l'homme que d'autres chevaux, d'autres races de chevaux? Ça n'est pas comparable, je pense. Ouais. Ce que je disais, c'est que leur force, c'est leur intelligence, et leur Ouais. défaut, c'est leur intelligence. D'accord. Ça veut Que dire c que, que c'est un défaut? ça veut dire que, ah bah oui, ils peuvent se servir de leur intelligence pour, si vous arrivez à jouer pour performer, Mmh. et ils peuvent aussi se servir de leur intelligence pour vous faire chier. En Ça veut effet. dire que, ça veut dire qu'un arabe qui a pas envie, il a pas envie. Mmh. Donc, vous avez deux choix, ou l'énergie, alors c'est pas la peine, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est pas facile. Mmh mh. Super. Merci beaucoup, d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce qu'il y aurait, un petit mot de la fin, quelque chose que vous souhaiteriez rajouter? Alors, je voudrais ajouter, tous les gens qui font de l'endurance, continuez à progresser comme vous avez fait depuis 15 ans, je trouve ça passionnant. C'est épatant à observer. Bon, ben, on va essayer de faire en sorte que tout le Et monde puis en plus, on peut avoir une grande fierté, quand même le boulot qu'ont fait les Français au milieu de cette espèce de marasme il y a quand même pas que des pratiques très glorieuses.
Moi, de voir les Français naviguer là-dedans, rester au top, et avec un peu d'éthique et un peu de ça, vraiment, Mm. très bien. Je pense que vous captez plus. Parce que là, ici, je suis arrivé en Normandie, je dois pas avoir le forfait Normandie. Ah, ça y est, C'est pour je ça. pense que j'ai retrouvé. J'ai j'ai pas dû payer le forfait Viking, je viens de passer le pont de Normandie. Ça doit être ça. Et je suis sur des réseaux Vikings de ce côté-là. Du coup, vous disiez que ouais, vous Bon, admirez ben, les professionnels français d'avoir réussi à continuer leur chemin en gardant une certaine éthique. oui, moi, je trouve que que les Français aient réussi à tirer leur épingle du jeu au milieu de cette ambiance peu glorieuse, en restant droit, je trouve ça épatant et vivement la suite. Super. On sera aussi fort de tous vos conseils. Heureusement qu'on n'a pas fait ça en étant assis à un bureau, on s'en sortait pas, hein. Ça aurait duré 3 heures. Oui, mais ça aurait été intéressant pendant 3 heures aussi, donc En tout cas, c'était intéressant. Donc, super. Merci beaucoup pour cet échange, d'avoir pris le... une, une bonne journée et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et que vous y avez trouvé des informations utiles pour mieux comprendre la croissance du cheval et ses enjeux. Merci pour votre écoute, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Journal d'endurance.